Comment la relation sera-t-elle désormais définie entre les États-Unis et Israël d'un côté, ou l'Occident politique et l'Iran de l'autre? Parce qu'il semble, comme vous l'avez suggéré, qu'on ne peut pas revenir à la situation précédente. Vous avez mentionné l'AIEA, et j'ai vu que récemment le directeur de l'AIEA, Grossi, demandait où l'Iran avait stocké son uranium enrichi. Vous savez, ce serait comme donner des données de ciblage aux Israéliens et aux Américains, leur indiquer simplement où ils devraient bombarder ensuite. Cela montre donc une certaine vulnérabilité. Pour tout contrôle des armements, il faut de la transparence. Mais si cette transparence est utilisée comme donnée de ciblage, alors bien sûr cela devient très dangereux. Donc, en ce qui concerne le contrôle des armements, le traité de non-prolifération, le rôle de l'AIEA, mais aussi, comme vous l'avez dit, maintenant le pouvoir de dissuasion d'Israël ou l'illusion de ce dôme de fer a été quelque peu ébranlé. L'Iran a renforcé sa position. Il semble être sorti de cette situation. Je ne dis pas que l'Iran n'a pas subi de lourdes pertes et de nombreux coups, mais il en ressort aussi, d'une certaine manière, renforcé. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour la relation? De plus, vous avez dit que puisque les Américains affirment que les installations nucléaires ont été complètement détruites, ils n'ont plus aucune raison d'attaquer. Mais il semble aussi qu'il n'y ait plus de raison de négocier. Pourquoi négocier sur le programme nucléaire s'il n'existe plus, si tout a été détruit? Que signifie donc tout cela? Je sais que c'est une question très vaste, mais comment voyez-vous les semaines et les mois, voire les années à venir? En quoi cette relation sera-t-elle différente de ce qu'elle était par le passé? Évidemment, ce ne sera pas une relation très amicale, mais comment voyez-vous la suite? Eh bien, vous savez, l'Occident trouvera toujours une excuse. Ils parleront de terrorisme, ils diront qu'il y a une menace imminente, peut-être une opération sous faux drapeau. Je pense que c'est quelque chose auquel nous devrions toujours penser. Quelque part, il se passera quelque chose, et ensuite ils accuseront l'Iran et lanceront une nouvelle frappe ou quelque chose du genre. Les droits de l'homme, l'Occident trouvera toujours un prétexte, et les médias occidentaux s'en empareront. Peu importe qu'il s'agisse du Washington Post ou de Fox News, ils sont tous pareils sur ce genre de sujet. Ils se disputent pour savoir combien de genres il existe, ou si des hommes peuvent affronter des femmes sur un ring de boxe ou ce genre de choses. Mais lorsqu'il s'agit de tuer des gens et de commettre des massacres de masse en dehors du monde civilisé, ils trouvent un moyen de le justifier. Mais je pense qu'un autre point important s'est produit, et c'est quelque chose que j'ai brièvement évoqué, c'est la façon dont le reste du monde regarde cette situation. Vous avez vu par exemple la déclaration russe à l'AIEA disant que l'Iran a raison. Vous espionnez en gros l'Iran. Vous fournissez des renseignements. Pourquoi l'Iran devrait-il coopérer avec vous? C'est nouveau. C'est important. Et je pense que vous allez voir la Russie, la Chine et d'autres s'éloigner encore davantage de l'Occident et se rapprocher. Et on voit déjà qu'ils se rapprochent de l'Iran parce qu'ils considèrent cela comme une menace pour eux-mêmes. Tout le monde le voit. Les États-Unis sont de plus en plus devenus un État voyou. Ils l'ont toujours été, je crois que Chomsky les a qualifiés ainsi il y a plusieurs décennies, mais ils sont allés bien plus loin qu'auparavant. Et je pense que ça joue beaucoup en faveur de l'Iran. Cela accélère le processus vers un monde multipolaire. Et je pense qu'après cette guerre, le fait que l'Iran en soit sorti meurtri mais victorieux, très durement touché, certes, mais tout de même, c'est très impressionnant. Très impressionnant. Cela a été très douloureux, mais il est aussi très impressionnant de voir autant de hauts commandants militaires massacrés avec leurs familles, leurs petits-enfants et leurs voisins durant les premières heures de cette guerre non provoquée et illégale dans ce blitzkrieg.
Pourtant, ils ont réussi à se regrouper si rapidement. Cela montre la profondeur de l'Iran, et cela montre à quel point la République islamique d'Iran et l'establishment politique sont puissants et profondément ancrés dans la société au sens large, que cela plaise ou non en Occident, qu'on le reconnaisse ou non. Si cela était arrivé à presque n'importe quel autre pays, je dirais qu'il se serait effondré. Mais en Iran, il n'y avait aucune crainte d'un effondrement. Pas un instant, personne que je connaisse n'a pensé que nous allions nous désintégrer. Ils ont dit, eh bien, nous allons riposter. Et le dirigeant, ces deux interventions publiques ont été très puissantes, très confiantes, affirmant que dans les premières heures, il serait vaincu. Et les Iraniens étaient très inquiets, vous savez, parce qu'ils étaient bombardés. Et les médias occidentaux, ainsi que les médias en langue persane, promus par les médias en langue persane en Occident, à Londres et ailleurs, ce ne sont que des agents de l'Empire. Ils menaient constamment une guerre psychologique contre le peuple iranien. Ce sont de véritables ennemis des Iraniens. Mais malgré tout cela, ils ont effectivement suscité de l'inquiétude et de l'angoisse chez certains, mais ils sont devenus méprisés d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Je n'ai jamais vu qu'ils soient autant universellement détestés. Leurs animateurs, animatrices, leurs invités, etc. Je n'ai jamais vu une telle haine à leur égard parmi des gens qui les regardaient auparavant. Mais je n'ai rencontré personne qui pensait « Oh non, l'Iran est sur le point de tomber ». Pas un seul instant, pas une seule personne. Et cela montre la force de l'Iran. Et cela montre aussi que certaines personnes devraient commencer à se demander ce qu'il en est de l'Iran. Qu'est-ce qui fait l'Iran? Vous savez, en ce moment, c'est la veille du mois de Muharram. À partir de demain, demain sera le premier jour de Muharram. C'est une période de deuil de 10 jours qui culmine avec Taswa et Ashura. Ashura est le jour où le petit-fils du prophète a été martyrisé à Karbala. Et il a dit non au despote de son époque. Il est allé et il a dit non à l'humiliation, et il s'est battu pour les déshérités, les opprimés et les marginalisés. Et sa sœur, qui a ensuite été faite prisonnière, était franche et intrépide. Ainsi, cette sœur et ce frère, Zainab et l'imam Hussein, font vraiment partie intégrante de la culture iranienne et aussi de la culture politique iranienne. Quiconque a déjà visité l'Iran pendant l'Ashura, qui a lieu dans 10 jours, comprendrait à quel point cela est profondément ancré dans la culture iranienne, et bien sûr aussi au Liban et ailleurs. C'est quelque chose que l'Occident ne comprend pas. Même les Iraniens les plus laïcs, quand c'est l'Ashura, ils sont différents. L'Ashura est quelque chose de très spécial en Iran. Et donc je pense que c'est un élément clé de la résilience de l'Iran. Un élément clé de la résilience de l'Iran. Et le fait qu'il puisse être aussi inébranlable, c'est quelque chose que l'Occident ne peut pas comprendre, parce qu'il ne comprend rien. Ils partent du principe qu'ils sont exceptionnels. Ils partent du principe qu'ils sont destinés à la victoire, et que tous les autres ne sont qu'inférieurs, incapables et incompétents. Juste des régimes, comme ils disent. Et je pense que cela causera leur perte. Et c'est déjà le cas. C'est ainsi qu'ils ont aussi sous-estimé la Russie, ils sous-estiment la Chine, ils sous-estiment tout le monde, parce que tout ce qui n'est pas eux-mêmes est anormal. Et ce qui est anormal finira par s'effondrer. Ils ne semblent pas reconnaître que peut-être le plus anormal de tous, c'est en réalité l'establishment politique occidental. Oui, c'est en fait une de mes principales préoccupations. Encore une fois, en tant qu'occidental, je vois des gouvernements devenir profondément irrationnels parce que la rationalité, dans le réalisme politique, implique d'agir en accord avec la répartition internationale du pouvoir.
Et lorsque vous dites que le monde évolue vers la multipolarité, je pense que c'est la source de l'irrationalité actuelle de l'Occident. Car traditionnellement, en matière de sécurité, le point de départ clé est toujours la compétition sécuritaire, c'est-à-dire que les États rivalisent pour leur sécurité. Il existe des dilemmes de sécurité, et c'est généralement de cela qu'il s'agit en matière de sécurité. Comment reconnaître les préoccupations sécuritaires de ses adversaires et rechercher, idéalement, des moyens à somme positive de réduire la compétition sécuritaire. Autrement dit, si vous prenez en compte les préoccupations sécuritaires légitimes des Iraniens, alors vous pouvez réduire ces craintes, puis l'Iran agirait d'une manière qui réduirait les nôtres. Et alors, vous cherchez des solutions à somme positive. Mais quelque chose d'étrange s'est produit il y a 30 ans. Ce fut le moment unipolaire, c'est-à-dire la sécurité par l'hégémonie. Dès lors, toute cette idée de prendre en compte les préoccupations sécuritaires des autres a été jetée par la fenêtre, car il n'est plus nécessaire d'atténuer la compétition sécuritaire si la sécurité dépend d'une seule puissance centrale toute puissante. Peu importe donc ce que pensent les autres pays, la Russie, la Chine, l'Iran, peu importe. Et le problème aujourd'hui, alors que nous reconnaissons la réalité, ce que les Américains reconnaissent aussi, c'est que nous passons à la multipolarité. Si l'on conserve encore la mentalité unipolaire, selon laquelle il n'est plus nécessaire de reconnaître les préoccupations sécuritaires des adversaires, parce que cette mentalité s'est installée au cours des 30 dernières années, il devient presque immoral de les reconnaître, car on ne veut pas les légitimer, puisque nous sommes un hégémon bienveillant. Notre domination est bénéfique pour le monde. Nous diffusons la démocratie libérale. Donc, prendre en compte les préoccupations sécuritaires des adversaires revient à légitimer ce qui ne devrait pas l'être. C'est une mentalité très étrange. Et la raison pour laquelle c'est si dangereux aujourd'hui, c'est que la répartition du pouvoir n'est plus unipolaire. Alors, que se passe-t-il si vous ne tenez pas compte des préoccupations sécuritaires de vos adversaires? Les Russes, les Chinois, les Iraniens. Eh bien, vous allez créer des conflits là où il n'y en avait pas besoin. Vous allez encourager toutes ces grandes puissances à s'aligner ensemble. Et toute personne qui s'oppose à cela, encore une fois, on la traite de traître. Je le répète souvent, il ne faut pas sous-estimer les Chinois, les Russes ou les Iraniens. Si vous le faites, nous allons en payer le prix fort. Et puis, ils ont effectivement des préoccupations légitimes. Il n'y a pas de place dans notre discours. En fait, l'ancien président et le ministre de la Défense de la Norvège, lors d'un débat, ont dit plus ou moins « Oui, j'espère que l'Ukraine sera détruite et que l'Europe tombera sous la menace de la Russie. » Oui, parce que je suis un traître, parce que je pensais que c'était une politique très stupide que nous menons envers l'OTAN. Donc il n'y a pas de place dans notre discours pour reconnaître que peut-être nous devons changer complètement de mentalité vers un système multipolaire. Et c'est toujours, vous savez, il faut soutenir un camp ou l'autre, l'Ukraine ou la Russie, Israël ou l'Iran, et on n'a le droit de soutenir qu'un seul camp. On se retrouve donc avec une politique très simpliste et tribale. Mais personne ne se demande. Au final, regardez l'Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce que beaucoup de gens avaient prédit. Il serait complètement détruit. Qui peut dire qu'Israël est dans une meilleure position aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, avant l'attaque contre l'Iran? C'était insensé. Donc il ne s'agit pas de soutenir l'un ou l'autre. Il s'agit d'éviter les guerres quand elles peuvent l'être. C'est pareil pour l'Europe. Désindustrialisée, devenue insignifiante, militarisée. Et même les États-Unis arrivent à leur phase finale. L'Empire est terminé. Mais oui, comme tu le dis, on continue tout droit vers le précipice, parce que personne ne veut s'adapter à la nouvelle répartition du pouvoir, ce qui signifie que nous sommes profondément irrationnels. Et oui, c'est au moins ma grande inquiétude. Enfin bref, on a déjà un peu...
Juste un point que j'aimerais ajouter à cela. Je dis toujours, et je le répète depuis des années, qu'il y a eu 2 catastrophes qui se sont abattues ou qui ont frappé les États-Unis et l'Occident au cours des 30 dernières années. La première a été l'effondrement de l'Union soviétique, ce qui à mon avis a été une catastrophe pour l'Occident. La seconde a été la défaite de Saddam Hussein, la défaite très facile, presque ridicule de Saddam Hussein au Koweït. Parce que ce qui s'est passé au Koweït a effacé le spectre du Vietnam. Et ces événements ont été presque simultanés. La chute de l'Union soviétique. On a donc assisté à la fin de l'histoire, comme l'affirmait Fukuyama à l'époque. Et même si les opinions de Fukuyama ont évolué, en réalité, si l'on regarde attentivement, cette mentalité de fin de l'histoire a perduré même chez lui, et je pense qu'elle s'est répandue partout en Occident. Cette arrogance, selon moi, a vraiment provoqué la chute de l'Empire occidental. On a vu tout d'abord qu'à l'intérieur, puisqu'il n'y avait plus de menaces venant de la gauche, ils ont poussé les politiques néolibérales beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, et ainsi la classe moyenne s'est progressivement effondrée. Ensuite, comme vous l'avez justement souligné, chaque fois qu'ils voyaient un adversaire, une critique ou un opposant, ils tentaient de le détruire. Et puis, il y a eu les guerres sans fin de ce siècle, qui ont rapidement épuisé leurs ressources. Mais parce qu'ils pensent toujours qu'ils sont exceptionnels, que c'est la fin de l'histoire, et qu'ils représentent le destin de l'humanité, et que l'avenir leur appartient, ils ne peuvent pas voir la folie de leur politique, ni la nature meurtrière de leur régime. Donc depuis qu'ils ont cru avoir atteint la fin de l'histoire, ils n'ont fait que dégringoler. Et je pense que les gens en Occident commencent de plus en plus à s'en rendre compte. Je pense que la décision prise hier par l'OTAN va en fait accélérer ce processus. Parce que tu sais, Glenn, et je ne suis pas sociologue, je me permets juste cette réflexion, mais si tu vis et grandis dans un pays appauvri, et qui continue de l'être à l'avenir, les gens diront, eh bien c'est comme ça. Mais si vous vivez dans des sociétés où les personnes âgées se souviennent d'une vie bien meilleure autrefois et que la vie est aujourd'hui bien pire, et je pense que c'est le cas en Occident, alors ça va engendrer plus de ressentiment, plus de colère et plus de dépression. Et je pense que cela mènera à de l'instabilité politique et bien sûr aux différentes forces qui émergent en conséquence. Ainsi, l'Empire va traverser des jours difficiles et la fragmentation du monde, ou la multipolarité, car la multipolarité n'est pas quelque chose qui va se produire simplement. Ce ne sera pas simple, ce sera très chaotique et sanglant, surtout lorsque l'Empire est en train de sombrer. Especially when the empire is drowning. Just like a drowning person, they say if you approach him from the Comme une personne en train de se noyer, on dit que si vous l'approchez de face pour la sauver, elle va se jeter sur vous par désespoir et vous vous noierez tous les deux. C'est exactement la situation de l'Empire en ce moment. Il se débat et je pense qu'il traverse sa phase la plus dangereuse. Mais je crois que de plus en plus, le reste du monde est déterminé à se protéger. Nous devrons donc voir comment les choses évolueront. Mais de toute évidence, nous vivons une période très dangereuse et instable. Pour l'instant, l'Occident est en train de perdre. Et je pense que la plus grande perte pour l'Occident, c'est que les gens ne l'admirent plus. Les gens le méprisent. Et en Occident, les jeunes ne l'admirent pas. Ils le méprisent. Et pendant que nous parlons, ce génocide à Gaza se poursuit. Et les gens y voient un exemple. Oui, encore une fois, l'une des grandes forces de l'Occident a toujours été le débat ouvert, afin de reconnaître ses faiblesses, ses défauts, pour que nous puissions changer de cap. Mais cela s'adresse aussi à... Mais tu sais, Glenn, et encore une fois, j'y viens. Il parle de débat ouvert.
Mais pendant ces 2 semaines, CNN ne m'a jamais contacté. Je ne sais pas, Fox News ne m'a jamais contacté. Sky News m'a contacté 2 fois, j'ai parlé 1 fois, et la seconde fois, j'avais un autre engagement. La BBC 1 ou 2 fois, c'est tout. Et donc ils mènent une guerre contre l'Iran, et leur discussion se fait entre eux. Et ça a toujours été comme ça. De temps en temps, tous les quelques mois, ils invitent quelqu'un comme moi pour donner cette perspective alternative venant de ce pays fou, maléfique, etc. Et alors je deviens le porte-parole, je suis présenté comme proche du régime, et c'est comme ça qu'on me présente, c'est Mohammad Marandi, proche du régime, ou peu importe. Et puis les autres invités sont professeurs à Stanford ou ailleurs, dans tel ou tel think tank, tu sais, prestigieux. Nog elk is een orange niet verpommering, gemeenschappelijk. Het zou het niet doen. Sorry, I'm freezing toward churches at kneeling. So it just shows that this openness is itself a facade. It's not real openness. If I want to learn something online, Ce n'est pas une véritable ouverture. I go to Judge Si je veux apprendre quelque chose en ligne, je vais sur ta chaîne, je vais voir le juge Napolitano, je vais sur celle de Danny ou de Nima, ou chez nos autres amis, The Grey Zone ou Sabrina, etc. Les personnes qui sont actives et qui invitent des gens comme toi ou The Duran, et il y en a d'autres. Je ne veux oublier ou exclure personne. Mais le fait est qu'on n'obtient pas d'informations, donc c'est pas vraiment ouvert. Le débat n'est pas ouvert. Si tu ne cherches pas ces médias alternatifs, alors tu ne les entendras pas. Et les médias alternatifs sont bien sûr réprimés. Ils sont démonétisés, ils sont censurés. J'ai été supprimé de Facebook il y a des années. demonetized, it is censored. I've been removed from Facebook years ago. I've been removed from Instagram years ago. I know that J'ai été supprimé d'Instagram il y a des années. Je sais que mon compte Twitter a souvent été soumis à un shadow ban, et c'est aussi vrai pour d'autres. Mais cette façade de débat ouvert est également sérieusement remise en question, car je pense que le meilleur exemple est l'Holocauste à Gaza lui-même. Des gens sont massacrés, mais les médias occidentaux essayent toujours de détourner le regard, ou de le justifier, ou de dire « Regardez l'Iran, regardez à quel point l'Iran est maléfique », et tout cela. Et les jeunes le voient. Ils savent pourquoi TikTok a été traité de cette façon. Donc les choses changent. Je ne dis pas que ça va s'améliorer de sitôt, ça pourrait empirer, mais les choses changent. Je ressens la même chose. Bon, j'ai déjà pris trop de votre temps. Donc, professeur Marandi, comme toujours, merci beaucoup de m'avoir permis de profiter de votre expertise. C'est toujours un honneur et un plaisir, et je vous remercie de m'offrir cette opportunité. C'est toujours un plaisir d'écouter vos analyses.